Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Devil's Sons 2 de Chloé Valéran, publié aux éditions Plume du Web. Avant de commencer cet épisode, je me dois de tirer la sonnette de la spoiler alarme. Car si vous n'avez pas encore mis votre museau dans le tome 1 ou que vous êtes encore plongé dedans, je ne peux que vous conseiller que d'attendre au risque de gâcher votre lecture du premier tome. Si au contraire les révélations spoilantes ne vous dérangent pas ou si vous avez terminé le tome 1 comme moi, nous pouvons continuer. Quand nous retrouvons Avalon, notre jolie blonde de 19 ans est dans un bus en direction de l'Alabama. Elle a quitté le campus de l'université d'Ann Arbor, dans le Michigan, suite à la révélation de son lignage. Elle qui s'était toujours crue orpheline de père, ne l'est pas. Son père, Mike Harrison, grand trafiquant d'armes, a dû, suite à une erreur, faire croire à la mort de sa femme et de sa fille pour les protéger. En plus d'apprendre qu'elle a un père mafieux et dangereux, elle apprend que celle en qui elle a toujours eu toute confiance lui ment sans sourciller depuis 19 ans. Et pour parachever le tout, son chef au sein des Devil's Sons, Carter Brown, n'est autre que son parrain et oncle, de son vrai nom Carter Harrison, le frère de son père et l'un des meilleurs amis de jeunesse de sa mère. Mais si la trahison de sa mère est dure à encaisser, celle des membres du gang qu'elle aime comme sa famille et qui lui ont donné l'impression d'être en vie pour la première fois en 19 ans est presque pire. Son cœur fragilisé par une insuffisance cardiaque n'est pas épargné et la seule option qu'Avalon a trouvée viable, c'est la fuite. Dans ce bus inconfortable, Avalon laisse ses larmes, sa colère, sa peine et son amertume s'échapper de son corps jusqu'à l'épuisement. Lors d'une des pauses dans son voyage, un inconnu du bus l'aborde. Ce bel homme à la musculature saillante et aux tatouages visibles lui font tout de suite penser aux Devil's Sons et ravivent sa haine. Mais notre belle inconnue ne s'arrête pas à l'hostilité assumée de la blonde aux yeux bouffis qu'elle est. Après quelques minutes seulement, le tempérament doux, aimant et résilient d'Ava reprend le pas sur sa colère et fait une place dans sa vie à Ty Liner, 28 ans. Une fois les présentations faites, le voyage lui semble beaucoup plus doux jusqu'en Alabama aux côtés de Ty. Une fois arrivé à destination, Avalon semble perdu. En même temps, c'est sa première fugue. Et Ty, tout bienveillant et solaire qu'il est, la prend sous son aile. Notre duo arrive dans un motel que Ty connaît, habitué des road trips qu'il est. Ty, qui n'a aucune mauvaise intention, va lui montrer tous les plaisirs d'un road trip de fuite réussi. Et cela passe par l'happy hour, bien évidemment. Pas le temps de terminer pour elle de finir de se changer que Ty fait irruption dans sa chambre et constate que son flanc est couvert d'un pansement taché de sang. Il lui demande des explications sur la cause du pansement et de sa fuite. Avalon remarque un tatouage qu'elle aurait préféré ne pas voir sur le corps de Ty et pense tout de suite que Carter l'a envoyé pour la ramener à Ann Arbor et sa colère refait surface en un clin d'œil. Ty comprend qu'Avalon fuit les Devil's Sons et se braque à son tour, car en tant qu'ancien membre à la retraite, il est toujours loyal à son gang. Et si cette jeune femme est une ennemie du gang, alors elle sera son ennemie aussi. Car Devil's Sons un jour, Devil's Sons toujours, tel est le credo. Les deux s'expliquent, et la tension diminue au profit de la bonne humeur. Ty est un ancien Devil's Sons qui fuit son frère jumeau Alec et leur mère mourante hospitalisée. Il n'est plus vraiment en contact avec le boss. Il ignorait son identité et sa filiation avec Mike, tout comme l'existence d'Ava et du véritable patronyme de Carter. Ty comprend la colère de sa compagne ainsi que son sentiment d'avoir été trahi et dupé, mais cherche à lui ouvrir les yeux sur la situation globale. Il lui montre qu'elle a le droit de leur en vouloir, mais qu'elle ne peut pas tout remettre en question et surtout pas l'amour que les Devil's Sons lui portent. Mais pour l'heure, c'est le moment de festoyer. Ty, qui connaît bien le coin, l'emmène dans un bar hors du temps, le bar de Gary, où les années 50 battent leur plein. Ce papy les accueille chaleureusement et leur fait passer de belles soirées avant leurs prochaines étapes. En l'espace de quelques jours, Ty et Avalon sont aussi proches que s'ils s'étaient toujours connus. Et la présence du jeune homme devient vite indispensable à Avalon. Nos deux road trippers arrivent à Springfield et s'amusent comme des fous, quand un texto de Alec annonçant la mort prochaine de leur mère met fin à leur virée. Avalon, qui a réussi à convaincre Ty d'aller lui rendre visite avant qu'il ne soit trop tard, est en route pour l'hôpital d'Ann Arbor. Une fois sur place et les présentations faites avec le fameux Alec, Avalon rencontre leur mère Elisa. Cette dernière a bien connu ses parents et lui raconte des choses sur son passé qu'Ava écoute sans arriver à tout assimiler. Cela ne fait que 15 jours qu'elle a appris la vérité et que son nouveau monde s'est écroulé. Alors même si cela ne fait en réalité pas plus d'un trimestre qu'elle a fait la connaissance de Sean, Seth, Tucker, Jess, Justin et Clark, Avalon est blessée comme si elle les avait toujours eus dans sa vie.
Son retour à Ann Arbor signe inexorablement le retour des membres dans son quotidien alors même qu'elle n'est pas encore prête à leur pardonner. Ce retour signifie aussi qu'elle va devoir se confronter à ses parents, à son boss et parrain, ainsi qu'à celui qui lui a tiré dessus quelques semaines en amont et qui veut terminer le boulot, l'obligeant à être sous protection. Avalon a bien les flammes du Ragnarok dans ses iris, signe de sa force intérieure, mais son corps fragilisé par sa maladie supportera-t-il tout ce qu'elle est sur le point de lui imposer pour sa famille ? Ses sentiments pour le ténébreux Clark lui apporteront-ils un quelconque réconfort ou au contraire seront-ils un poids mort pour elle ? Si encore une fois vous n'attendez que des réponses, je ne saurais trop vous conseiller que d'attaquer votre lecture. Un second volet addictif dans sa narration, une petite dose de spicy pour augmenter le tout et une fin ouverte sur le tome 3 qui met les nerfs à la patience à rude épreuve. En bref, une vive recommandation. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 30 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!